Bon, je lance le direct sur Facebook, donc dans 10 secondes, vous pouvez démarrer, ça va? C'est bon pour moi. Go. Bonjour et merci d'être présent à cette conférence de presse pour le lancement du forum Au Chalet, les jeunes s'engagent. J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien et que votre connexion Internet est bonne. S'il y a des soucis pendant cette présentation, ne vous inquiétez pas, on pourra vous redonner l'information par la suite et puis on va faire aussi des petites captures de cet événement de ce soir. Nous sommes très heureux de voir l'intérêt que porte la francophonie canadienne à l'initiative du REDE Canada et de la jeunesse d'expression française. Je me présente, Nicolas Greny, je suis conseiller en développement économique au REDE Canada, le réseau de développement économique et d'employabilité pour les communautés francophones. Je serai votre animateur pour la première partie de notre événement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans le clavardage, que vous soyez sur la connexion Zoom ou directement sur le Facebook du REDE Canada, et nous y répondrons dans quelques minutes. Si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions aujourd'hui, on les prendra par la suite. Vous pourrez communiquer avec l'ensemble de l'équipe du forum Au Chalet, les jeunes s'engagent. Alors, voici l'ordre du jour de ce soir. On commence par une courte présentation d'une conférence de presse un peu plus officielle. Après, on aura une petite période de questions et on aura 5 intervenants qui vont travailler et puis qui vont discuter avec nous de la sécurité linguistique, qui est un de nos premiers sujets pour notre forum Au Chalet. Merci. Alors, tout d'abord, nous souhaitons remercier l'ensemble des membres du réseau du REDE Canada. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a 12 membres qui sont répartis à travers les provinces et territoires pour desservir les communautés francophones. On a 5 enjeux et un des enjeux sur lesquels on travaille est la jeunesse économique. Alors, c'est pour ça que ce soir, on s'adresse à vous et puis qu'on est bien content que plusieurs de nos membres sont des parties prenantes dans ce projet-là. Je sais qu'il y en a qui se sont connectés avec nous. Et puis, je vous inviterai à consulter les différents membres à travers les provinces et territoires. On a aussi 8 partenaires qui ont rejoint le réseau pour ce beau projet Au Chalet. Alors, je ne vais pas citer tous les acronymes, je vais juste les dire rapidement. Nous avons Logique, l'ACE du Québec, la RCCF du Canada, l'AUF, l'ACEECF, la FJCF, le Chantier d'économie sociale et le CJE de l'Outaouais. Alors, à l'ensemble des partenaires et des membres, merci. Grâce à votre expertise de terrain, on va pouvoir faire un beau forum au chalet. Merci aussi à nos contributeurs financiers. Alors, je vais citer le premier qui est via EDSC, le Fonds d'habilitation, et le deuxième qui est le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. Merci beaucoup à ces 2 partenaires financiers qui, sans eux, on ne pourrait pas faire le forum au chalet et donc faire participer les jeunes Canadiens d'expression française. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce lancement de ce beau forum Au Chalet, les jeunes s'engagent. C'est une initiative du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. C'est une occasion unique pour les jeunes d'expression française de 18 à 30 ans de prendre part à une relance économique canadienne et on le souhaite qu'elle soit sociale et durable. Les événements dans le cadre du forum sont organisés par et pour les jeunes. C'est extrêmement important. C'est sûr que là, je m'adresse à vous ce soir, mais vous allez le voir dans le courant de la soirée, puis dans les différents ateliers qu'on mènera cet été. Les jeunes sont au cœur de ce forum. C'est un projet qui est né d'un besoin d'écouter la jeunesse francophone pour qu'elle puisse participer, s'exprimer, proposer des idées face à cette relance économique. On le sait, on est dans une situation de pandémie mondiale et les communautés francophones veulent prendre part à cette relance économique et on laisse la place et la parole aux jeunes de ces communautés-là. Alors, ce projet va se dérouler en 4 étapes. On va vous les citer, on va vous les présenter ce soir. On en a déjà 2 de réalisés. En février dernier, nous avons lancé un sondage en collaboration avec l'Institut Léger afin de mieux situer les enjeux les plus importants pour les jeunes. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'employabilité, on parle de francophonie canadienne et surtout, on parle d'enjeux de société qui touchent les jeunes aujourd'hui. Alors, on a eu, et on a été très contents de ça, plus de 600 répondants
Et on vous dévoile ce soir quelques indices de résultats de ce sondage-là. Vous pouvez déjà aller sur le site internet du REDE, télécharger et lire la note de synthèse de ce sondage. Il est disponible aussi sur le microsite du forum auchalet.ca, au-chalet.ca. Alors, allez consulter plus en détail cette étude. Ce soir, je vais vous citer quelques faits saillants qui vont pouvoir alimenter les discussions qui vont suivre par la suite. La première, près de 40% des jeunes franco-canadiens nous ont confié avoir dû déménager de leur région d'origine pour s'épanouir en français, que ce soit pour des études, pour accéder à un emploi ou tout simplement pour vivre en français. Alors ça, c'est un des thèmes qui va être regardé pendant le forum. Deuxième, le plaisir éprouvé en travaillant, les conditions de travail et la concordance avec leurs valeurs, ce sont les 3 priorités que les jeunes d'expression française mettent dans l'avant quand ils choisissent un emploi. Alors, c'est aussi intéressant d'approfondir cette thématique-là dans l'accessibilité à l'emploi et dans cette relance économique, de comment on veut donner l'accès à l'emploi des 18-30 ans, et puis est-ce qu'eux aussi, ils ont une rétroaction, comme je viens de le dire, et des attentes particulières. Enfin, 2 derniers points, les jeunes sont divisés face à l'ambition de se lancer en entrepreneuriat. Et ce fait est plus marqué chez les femmes. Alors, c'est un point extrêmement important qu'on veut aborder pendant ce forum, lors d'activités bien spécifiques, que ce soit en entrepreneuriat, en reprenariat, qui est la reprise d'activité d'entreprise, et aussi particulièrement pour l'entrepreneuriat au féminin. Enfin, le dernier point qu'on voulait vous citer ce soir, c'est que la majorité des jeunes se sentent concernés par plusieurs défis et enjeux. La justice sociale, une économie plus juste et équitable, et de vivre dans un environnement sain et durable. Alors voilà, la table est mise pour les discussions du forum au chalet. Ces thématiques vont être abordées plus en détail par les jeunes au courant de cet été. Et nous pensons que ce forum aidera les jeunes qui sont prêts à contribuer et à passer à l'action. On va avoir un bel exemple ce soir avec plusieurs invités qui vont pouvoir s'exprimer. Je le répète, on vous invite à consulter la note de synthèse du sondage qui a été effectué avec l'Institut Léger sur le site internet du REDE et sur le microsite auchalet.ca. La deuxième étape consistait à regrouper des ambassadeurs de la francophonie, que ce soit à travers les provinces et territoires où il y a des communautés francophones, mais aussi au Québec. Alors, on était très chanceux de travailler dernièrement avec 25 jeunes représentant ces provinces et territoires de tout horizon, de toute diversité. Ça a permis d'alimenter les discussions de ce soir, mais aussi les prochains ateliers qu'on va vous présenter. Certains animeront même des activités cet été. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut que ce soit un forum qui soit par et pour les jeunes. Alors, on compte sur eux, on compte sur les jeunes pour ouvrir et laisser votre voix dans ce forum-là. La troisième étape, comme vous le voyez, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est le lancement officiel du forum au chalet, une aventure pour ceux qui ont du panache. Dans le premier événement suivra immédiatement la conférence de presse. Par la suite, on aura une dizaine d'activités qui vont se dérouler du 7 juillet au 16 septembre. Elles sont déjà accessibles sur le microsite auchalet.ca. Et nous aurons un événement de clôture le 17 septembre prochain qui va permettre de faire un récapitulatif de l'ensemble des discussions. Ces activités, on l'espère, vont permettre aux jeunes participants et participantes d'imaginer et de dessiner la relance économique. Nous allons aborder avec eux, comme on l'a présenté tout à l'heure, les thématiques de l'emploi, de l'entrepreneuriat, la vie en société, la sécurité linguistique dans ce contexte de relance économique. Alors, on vous invite dès maintenant à vous inscrire aux ateliers de cet été. On va vous mettre dans le clavardage le lien d'inscription. Vous allez voir, vous allez pouvoir choisir plusieurs ou même toutes les activités si vous le souhaitez pour cet été. C'est à la suite de cela qu'on débutera la 4e étape à l'automne prochain, qui va être la constitution, la rédaction d'un livre blanc qui va reprendre l'ensemble des recommandations, des propositions et des idées des jeunes d'expression française à travers le pays. On souhaite aussi déposer ces propositions à différents paliers gouvernementaux. On veut vous donner la voix à vous, jeunes de 18 à 30 ans d'expression française à travers le pays. En plus de contribuer à l'employabilité des jeunes et à la relance économique des communautés francophones, le projet se veut une contribution
à la valorisation du français en milieu de travail, mais aussi en création d'entreprises. L'idée derrière Au Chalet, c'est de donner des pistes de solutions pour une relance économique, sociale et durable. Mais c'est surtout aussi de renforcer le sentiment d'appartenance et de cohésion des jeunes francophones à travers le pays. Un dernier élément qu'on a eu et qui a été relevé dans le sondage avec l'Institut Léger, c'est que la majorité des jeunes aimeraient être davantage connectés avec l'ensemble des jeunes d'expression française au Canada. Alors nous espérons contribuer avec ce forum à cette demande et on va leur laisser la place d'échanger cet été. Alors on le sait que ce n'est pas simple, la partie pandémie avec les restrictions sanitaires. Il y a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est que l'ensemble des activités vont se faire en virtuel. Alors tout le monde, n'importe où au Canada, à n'importe quelle heure des fuseaux horaires, va pouvoir participer à l'ensemble des activités. Alors merci à tous et à toutes. Nous vous souhaitons et nous souhaitons à tous les jeunes participants et participantes de pouvoir s'exprimer et surtout de passer un bel été à rêver le Canada de demain. Le forum Au Chalet, c'est pour vous. Au nom du RD Canada et de l'équipe projet Au Chalet, nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Alors, je vais regarder si nous avons quelques questions dans le clavardage. Pour l'instant, nous n'avons qu'une question. Alors, comme je vous l'ai dit, la soirée va se prolonger. On va pouvoir prendre vos questions tout au long de la soirée et surtout, vous allez pouvoir aussi, via l'équipe projet Au Chalet, on va mettre le petit courriel. Vous allez pouvoir envoyer vos questions plus détaillées au sujet du projet, au sujet des étapes. Vous allez pouvoir consulter aussi l'ensemble de l'information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la note de synthèse pour le sondage. Et puis sur le microsite, vous avez l'ensemble des activités qui vont se dérouler entre le 7 juillet et le 16 septembre. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, on va continuer la soirée. Il est 5h40. On va respecter notre timing. Je sais que c'est précieux pour tout le monde et merci pour votre disponibilité ce soir. Alors, si on continue, on va vous diffuser la petite vidéo promotionnelle du Forum Au Chalet. Wow! Alors, avant de passer la parole à Samira pour la suite de l'activité, je vois qu'il y a une question de Héloïse qui demande pourquoi au chalet. Alors, on a voulu, avec l'équipe projet, trouver une thématique qui rassemblait les jeunes franco-canadiens de partout au pays. Et ce qu'on aime faire, c'est se retrouver autour d'un bon feu de camp puis de refaire le monde. Alors, c'est l'opportunité qu'on donne avec la thématique au chalet aux jeunes qui vont pouvoir participer aux ateliers de cet été, c'est de pouvoir se rassembler, de pouvoir s'exprimer entre eux, de pouvoir échanger des idées et de participer à cette belle relance économique canadienne qui, on l'espère, sera sociale et durable. Alors Samira, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Nous sommes heureux de vous voir et de vous compter parmi nous. Donc, je suis Samira Abdallah. Je suis coordonnatrice de projet jeunesse économique au RD Canada. Et donc, je suis en charge donc, du projet Au Chalet Les Jeunes s'engagent. Donc, nous sommes heureux vraiment de vous accueillir pour le lancement de ce forum ce soir. Et nous avons aussi le plaisir de vous proposer un panel de discussion sur le rayonnement de la langue française et comment est-ce que c'est un atout important dans la relance économique des communautés francophones. Comme l'a bien notifié Nicolas tout à l'heure, c'est vraiment un des axes donc, de notre travail et puis de notre réflexion autour de la relance économique. Pour animer donc ce panel, nous accueillons Pascale Rioux comme modératrice. Pascale est originaire d'Edmundston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, où elle a obtenu donc un baccalauréat des arts multidisciplinaires avec les minocs en sciences politiques, philosophie et psychologie en 2019 de l'Université de Moncton.
Elle est présentement donc finissante au Juris Doctor de la faculté de droit de l'Université de Moncton. Outre son parcours académique, elle est impliquée auprès de la Fédération des jeunes étudiants et étudiantes du campus universitaire de Moncton et à ce titre, vice-présidente et présidence de 2018 à 2020. Elle est actuellement sénatrice académique au sein du Sénat académique, représentante étudiante auprès des comités de la condition féminine et de la réconciliation avec les peuples autochtones, tous de l'Université donc de Moncton. Ses intérêts portent notamment sur la défense et la reconnaissance des droits des communautés linguistiques en situation minoritaire. Dans le panel, nous avons le plaisir de compter parmi nous Benjamin Douda, qui est actuellement à Vancouver. Il est trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française, mais aussi il était Premier ministre au Parlement jeunesse pan-canadien de 2018 à 2020. Nous accueillons Jacqueline Sirois, originaire de la Saskatchewan, employée et étudiante en même temps. Elle est passionnée d'événementiel, elle est impliquée dans la jeunesse économique avec le souhait qu'une employabilité stable puisse aider les jeunes, mais aussi l'économie du pays. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Mélodie. Mélodie est originaire de la Nouvelle-Écosse et comme Jacqueline, Mélodie combine les études et le travail. Passionnée d'écologie, elle propose une formation plus adaptée aux anciens en poste pour assurer une meilleure relance économique. Enfin, nous avons Yacine, qui nous vient également de la Nouvelle-Écosse. Yacine vient de finir ses études secondaires, passionnée de sciences, mais aussi de la valorisation de la langue française dans sa communauté. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Contente de vous voir ici présents ce soir avec nous. Donc, comme Samira l'a mentionné, j'ai un petit peu mentionné mon parcours. Donc, moi, je proviens d'une région qui est majoritairement francophone. Donc, Edmundston, c'est une région très peu anglophone. Et lorsque j'ai déménagé dans la région de Moncton pour poursuivre mes études, c'est vraiment là où est-ce que je me suis familiarisée avec les enjeux et les défis des minorités linguistiques. C'était pas quelque chose de flagrant pour moi chez nous de vivre ces choses-là. Et je spécifie aussi que Moncton est majoritairement anglophone, même s'il y a des régions francophones qui sont autour. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que les droits linguistiques, et donc plus précisément les droits des communautés linguistiques officielles en situation minoritaire, piquaient ma curiosité et mon intérêt. Et depuis, comme Samira l'a mentionné, de par mon parcours académique et mes implications communautaires, j'essaie de faire avancer, reconnaître et valoriser nos droits en tant que francophones minoritaires dans la province et dans le pays. Et suite à mes études, je désire justement entamer une maîtrise à ce sujet en droit pour essayer de me spécialiser et de porter mon aide aux communautés francophones dans la province et dans le pays. Donc, le sujet de ce soir, qui porte un peu sur la relance économique post-COVID et donc la place du français des francophones, comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, je crois sincèrement que les francophones ont une place. Il y avait des études déjà pré-COVID, donc faites par exemple par un auteur assez connu au Nouveau-Brunswick, qui est Pierre-Marcel Desjardins, par rapport aux avantages du français dans les relances économiques et au niveau économique et donc un atout au Canada. Entre autres, dans ses écrits, on pouvait y voir, et c'est très passionnant, de voir que le bilinguisme et plus précisément le français ont une place à jouer dans la main-d'œuvre bilingue qui peut faire en sorte d'attirer des entreprises d'envergure dans le pays, qui peut permettre aussi de tisser des liens au niveau commerciaux et dans la croissance de divers secteurs, dont particulièrement le secteur touristique au Nouveau-Brunswick et dans le Canada. Donc, je crois sincèrement qu'en tant que francophone, on se doit de développer les aptitudes qu'on a acquises au courant de notre carrière, au courant de notre jeunesse, pour faire en sorte de créer des opportunités qui ne vont pas seulement bénéficier les francophones. On sait que les francophones souvent créent beaucoup plus d'opportunités qui vont bénéficier les deux communautés linguistiques officielles au Canada. Et donc, je crois sincèrement qu'une relance économique sans l'ajout des connaissances et des compétences des francophones, ce ne serait pas une relance économique complète. Donc, je suis vraiment heureuse ce soir qu'on aura la chance de parler avec des jeunes qui sont impliqués au sein de leur communauté et qui croient vraiment que le français a une place très importante, bien qu'elle soit une langue minoritaire.
Donc, je suis vraiment contente ce soir d'accueillir les participants et je peux peut-être commencer déjà la discussion avec une question. Donc, la première question est dans le sondage, donc dans les chiffres qui nous ont été présentés plus tôt dans la conférence de presse, on remarque que 38% des jeunes quittent leur région afin de s'épanouir en français. Donc, comment est-ce qu'on pourrait empêcher cet exode des jeunes? Donc, je ne sais pas s'il y a un participant qui voudrait commencer. Je ne vais pas mettre personne sur le spot, mais la première personne que je vois, c'est Mélodie. Donc, je vais te laisser la parole. Pas de pression, pas de pression. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pour sûr. J'ai grandi dans la vallée d'Annapolis. Je suis allée à l'école en français. Puis après avoir gradué, mes options pour aller aux études en français, c'était soit aller hors maritime ou aller à Moncton parce que c'est là où il y avait un programme qui m'intéressait. Donc, j'ai fait mes études là à l'Université de Moncton puis au collège communautaire pour ensuite travailler dans les arts. Mais ensuite, la vie étant ce qu'elle était, je suis revenue en Nouvelle-Écosse parce que j'ai suivi mon chum. Puis c'est là où j'ai retrouvé un peu le justement fait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de services en français ou que c'était difficile à trouver si tu ne sais pas où les chercher. Donc, je pense qu'une des choses, c'est définitivement de rendre l'accès aux études plus facile, d'agrandir les options. On a une université en français en Nouvelle-Écosse, mais il n'y avait juste pas des cours pour moi, des programmes. Ensuite, c'est sûr que ce serait d'avoir plus d'opportunités de travailler en français dans les régions. Quand tu rentres en ville, il y a quand même plus d'options avec le gouvernement et des postes comme ça, mais ensuite, dans les régions, si tu ne crées pas ton poste ou s'il n'y a pas déjà par chance quelque chose, ça devient difficile. Donc, je pense que ce serait là les deux endroits où je mettrais l'emphase. Super, c'est une excellente réponse pour débuter ce panel-là. Donc, je peux peut-être me tourner vers Yacine. Je peux reposer la question. Donc, comment est-ce qu'on pourrait empêcher l'exode des jeunes? Eh bien, cette question, elle revient systématiquement à chaque fois qu'on s'approche de près ou de loin du français dans les communautés canadiennes. Je pense que le meilleur moyen serait tout simplement, bon, pas tout simplement, étant donné que c'est un grand défi, de valoriser cette langue. Je rejoins Mélodie sur ce qu'elle vient de dire, quant aux études, quelque part. Quand maintenant je suis en train de chercher une université où est-ce que je pourrais travailler, je me suis rendu compte que malheureusement, les programmes donnés en français ici en Nouvelle-Écosse sont beaucoup moins garnis que ceux que je peux trouver dans des universités ici en anglais. C'est un petit peu un problème qu'on rencontre en étant un francophone. On a l'ambition de terminer ses études en français, mais on se rend compte que le programme est vraiment très réduit. En parlant d'un contexte plus grand que les études, je vais parler directement du travail. Je constate que mes parents sont en train de chercher un travail actuellement et il y a le gros souci de la langue. Si on ne sait pas parler anglais, il est impossible de trouver un travail. Bon, j'imagine que c'est normal. Mais normalement, le français devrait être un atout. Si on a le français, ça permet de valoriser nos chances de gagner le poste. Eh bien, on se rend compte que le français est totalement marginalisé. L'employé, on ne va pas trop se poser la question si on sait parler français pour éventuellement revoir notre demande d'adhésion au poste. Je trouve que c'est assez dommage. Le seul moyen, selon moi, de pouvoir donner un coup de vigueur aux Français dans les communautés acadiennes, dans les Canadiennes, excusez-moi, serait plutôt de créer nous-mêmes ces postes à destinataire des personnes francophones et aussi s'intéresser beaucoup plus à ce qu'on peut proposer dans les études. C'est vraiment dommage pour une personne qui a terminé toutes ses études en secondaire, à la fin qu'elle se rend compte que ce qu'elle veut ne se trouve pas en français. Et donc, elle va penser déménager dans d'autres provinces, comme par exemple Québec. Et personnellement, c'est ce que je comptais faire. Bon, maintenant, on parle de l'exode. Selon moi, le meilleur moyen de contrecarrer cet exode ici, c'est de valoriser. Et valoriser, ça ne peut passer que par une action faite par les francophones envers les francophones eux-mêmes et non pas chercher ce qu'il y a déjà. Alors, comme ça, je ne pense pas qu'on va pouvoir mettre plus en avant ce qu'il y a déjà maintenant. Super. Je peux peut-être me tourner vers Benjamin maintenant. Oui, merci. Je pense que je prendrais peut-être un petit peu la question, pas la prendre à l'envers, mais j'ajouterais une nuance sur le fait que si je parle de mon expérience à moi quand j'ai quitté le secondaire pour aller au post-secondaire, c'est sûr que le fait de faire mes études en français était quelque chose de très important pour moi. Puis j'ai grandi à Sudbury. Donc,
j'aurais pu faire mes études postsecondaires à la Laurentienne. Aujourd'hui, ça serait une chose différente, évidemment. Mais j'ai décidé d'aller à Ottawa pour une variété de raisons. Mais ce n'était pas juste les études, c'était vraiment c'était important pour moi à cette époque-là de quitter une vie familiale, de vivre des aventures, c'est de voir autre chose, en fait, que ma communauté. Donc, je pense qu'il faut reconnaître le fait que nos jeunes, de plus en plus, ont envie on est dans un monde de plus en plus connecté. Sur Instagram, on voit qu'est-ce qui existe ailleurs, qu'est-ce qui existe dans les métropoles. Donc, il ne faut pas s'étonner, d'après moi, de l'exode. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est sans encourager aux gens de quitter, mais de leur dire, OK, allez vivre votre vie, allez vous former ailleurs si vous le souhaitez, mais revenez par contre, revenez, voici ce qu'on a à offrir. Bon, dans mon cas, ben, je ne suis pas retourné à Sudbury, je suis rendu à Vancouver, mais tu sais, s'il y avait eu un effort davantage de voici ce qui existe pour que tu te réinstalles dans ta communauté, pour que tu t'intègres comme jeune adulte, parce que je l'ai quitté comme adolescent, puis je ne me retrouvais plus tellement dans cette communauté-là, je ne me voyais pas vraiment évoluer là-bas. Mais peut-être mettre un accent sur qu'est-ce qui est vraiment important pour les jeunes à cet âge-là, qu'est-ce qui existe comme scène sociale, culturelle, des occasions pour les jeunes familles, je ne sais pas, par exemple, ouais, qu'est-ce qu'il y a comme microbrasserie qui ouvre? Qu'est-ce qui nous fait. Tu sais, c'est quoi les soirées trivia qui existent? Donc, d'après moi, c'est d'accepter que nos jeunes vont peut-être quitter, mais de vraiment mettre le focus sur essayer de les récupérer. Je donne Sudbury comme exemple parce que c'est ce que je connais, mais dans chaque communauté, je pense qu'il y a des attraits. Le plein air, tu sais, il y a aucune communauté qui est vraiment désastreuse où il n'y a aucune raison de rester. Donc, il faut vraiment aller chercher ces raisons-là de faire revenir les gens, en fait, d'après moi. Super, donc une autre perspective plus au niveau des incitatives pour faire revenir les jeunes, super intéressant. Je me tourne maintenant vers Jacqueline. Donc, comment empêcher l'exode des jeunes? Oui, je pense à la même chose que les trois autres. Puis, sur le point de Benjamin, une fois qu'on établit notre réseau à l'extérieur de notre province d'origine, c'est très difficile de retourner parce qu'on doit recommencer à zéro, à rebâtir notre réseau de contacts et tout. Mais pour ajouter un autre élément à cette discussion-ci, moi, je dirais qu'il y a deux types d'exode. Il y a l'exode de quitter la province pour aller étudier en français, mais il y a aussi une certaine barrière pour certaines personnes de pouvoir faire ce déménagement-là. Ça coûte beaucoup plus cher pendant nos études de louer que de rester dans le nid familial. Puis, c'est pas tout le monde qui a cette option-là. Puis, dans ce cas-là, il y a une exode de leur communauté, il y a une exode du fait qu'ils ne peuvent plus parler français parce qu'ils ont cette insécurité-là. Ça fait longtemps depuis qu'ils sont au secondaire puis ils parlent le français en famille ou entre amis. Donc, il y a aussi cet élément-là que moi, je vois comme une exode aussi. Non, c'est très vrai. Donc, on peut peut-être passer à la deuxième question. Donc, selon vous, faut-il travailler ou étudier en français pour assurer la pérennité de la langue ou en parlant à la maison suffit? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut lancer le bal pour répondre à cette question. Sinon, on peut débuter du sens inverse. Donc, je peux peut-être redonner la parole à Jacqueline à ce niveau-là. Oui, donc, dans mon propre vécu, c'est vraiment le français au travail ou le français dans les études qui assure la pérennité de la langue. Mes frères et sœurs ont suivi des études en anglais. Ils parlent encore, mais c'est plus difficile pour eux, puis ils m'ont déjà dit ça. Donc, je vois quand même ce que ça peut faire d'avoir cet impact-là, mais c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là de travailler ou trouver un emploi en français, par exemple en Saskatchewan, sauf si on travaille dans le réseau communautaire, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Donc, moi, je pense qu'on pourrait ajouter même une autre catégorie. Si on n'a pas le travail, puis on n'est plus à l'école, il faut se tourner vers les communautés, les réseaux dans nos communautés locales pour assurer qu'on puisse jaser avec le monde, créer ce réseau-là, puis de garder la langue dans la communauté autant que possible. C'est vrai, je pense qu'à un jeune âge, lorsqu'on est surtout à l'université, le réseau de contact est super important aussi pour poursuivre les études. Donc, je peux peut-être me tourner vers Benjamin. Oui, donc la question, c'était bien, est-ce que de parler français à la maison suffit pour garder sa langue, c'est ça? Exactement. D'après moi, oui, dans la mesure où je ne pense pas qu'il y a besoin de travailler en français pour conserver sa langue.
mais ça dépend dans quelle mesure tu vas l'intégrer dans ta vie. Donc, c'est sûr, on dit à la maison, j'imagine, avec la famille, avec les enfants, avec les amis qu'on reçoit, mais je pense que ça va plus loin que ça. Dans ses choix personnels, je pense que c'est vraiment important d'être conscient d'écouter la radio en français, d'écouter les nouvelles en français, d'aller voir des pièces de théâtre, d'encourager la culture en français dans ses communautés quand elle est disponible. Et puis, ou de faire du bénévolat en français, de s'engager avec des associations locales qui font du travail en français sur le terrain, ou, je ne sais pas moi, le Festival de la Saint-Jean, d'aller donner un coup de main, d'aller vendre des billets, de le faire en français, puis d'encourager ses enfants à le faire en français. Donc, ce n'est pas juste les discussions de fin de soirée autour de la table à souper, c'est vraiment comment tu mènes ta vie en dehors de la maison aussi. Mais dans cette mesure-là, je ne pense pas que les 7 heures, 7-8 heures que tu passes au travail sont le breaking point de si tu gardes ta langue ou pas, d'après moi. Super intéressant. Yacine, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Alors, je trouve que le point de Benjamin est excellent. Il parle de notion de culture et cette culture-là, je pense qu'elle va importer plus que toute autre chose, même en comparaison avec le monde professionnel. Si on voit avec cette certaine perspective que parler à la maison ne va pas se limiter simplement aux interactions qu'on va faire dans le foyer familial, mais plus grand dans un cadre social, j'imagine que le français n'aura pas besoin on n'aura pas vraiment ce besoin de travailler forcément en français pour qu'on puisse conserver la langue, étant donné que le français va se transposer vers des aspects vraiment sociaux, des aspects beaucoup plus humains. Et je pense que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus cher à la langue, justement à la pérennité de la langue, d'enrôler des perspectives vraiment plus humaines que d'un simple travail. Vivre sa vie en français, vivre dans un cadre social en français, bien sûr, euh, ça comprend bien sûr la communication dans la maison, mais comme ce que Benjamin dit, dans un cadre plus vaste, c'est-à-dire la culture, j'imagine que le français aura plus de mobilité à s'exprimer totalement plutôt que dans un travail. Je ne pense pas vraiment qu'il faut forcément conserver le français dans le monde professionnel pour qu'on puisse garder la pérennité de la langue, bien que je suis d'accord pour dire que le travail en français va permettre de valoriser la langue. Et Mélodie, donc pour terminer cette question. Je pense que c'est une question qui dépend tellement de ta réalité, autant où est-ce que tu vis, donc des opportunités qu'il y a, puis aussi juste, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, la personne avec qui tu finis par vivre, puis peut-être faire ta vie, si elle parle en anglais, tu ne vas pas comme la chasser, donc peut-être que ta vie à la maison ne va pas être en français. On espère que si tu as un partenaire qui est intéressé par toi, ben c'est une partie de ta vie, le français, ils vont vouloir s'y intéresser, mais c'est quand même une question compliquée, puis pas tout le monde est bon à apprendre une langue, veut pas. Mais la question de la culture, je pense que c'est une question clé. On le voit autant dans les études, ce qui essaie d'être fait dans les écoles, dans les espaces en français minoritaire, c'est vraiment de dire, tu apprends cette langue, tu apprends de la grammaire, du vocabulaire, le pécherel, etc. C'est plate, oui, OK. C'est la partie technique. Mais si justement, comme vous disiez, vous allez voir une pièce de théâtre en français, ça te fait penser, il y a des mots que tu n'as pas compris, c'est correct. Tu as appris des nouveaux mots, good. Tu apprends des nouveaux mots tout le temps, même si tu parles juste une langue. Tu écoutes la musique, tu écoutes la radio, tu lis un livre, n'importe. C'est vraiment de garder cette curiosité-là. Je pense que c'est quelque chose qui active une autre partie de ton cerveau puis de ton être. Donc, c'est tellement difficile à répondre parce que c'est ça, tu peux pas contrôler certaines choses. Pour moi, comme si à la maison, c'était en anglais, je travaille en français, j'ai la chance je travaille dans le réseau communautaire, donc je crée des activités justement où je peux voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces opportunités-là, puis ils viennent, ils pratiquent leur français, ils sont contents. Il y en a des fois qui ne se sentent pas à l'aise de s'exprimer en français, mais ils comprennent tout. I learned this in French immersion and I understood everything. Ben, c'est vraiment cool à entendre. Puis là, tu dis, OK, peut-être que la prochaine fois, tu vas vouloir t'exprimer en français, etc. Puis c'est des petites étapes comme ça. Donc, je ne peux pas répondre oui ou non, mais c'est sûr que s'il y a une base, ça aide vraiment, oui. Voilà. C'est super intéressant. C'est vrai que dans les milieux minoritaires francophones, il faut trouver toutes les petites opportunités qu'on a aussi de conserver notre langue. Je vois que dans le clavardage, il y a une question. Donc, est-ce que les études en virtuel peuvent favoriser les jeunes à rester dans la province d'origine? Donc, je lance l'appel à tous nos panélistes. Est-ce que vous croyez que ça peut aider à garder les jeunes, donc à vaincre l'exode un peu? Je peux aller en premier si vous voulez.
te laisse la parole. J'allais justement dire, je n'ai pas répondu à la première question là, en disant que c'est une des solutions d'après moi. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord par contre, parce que comme on a vu pendant la pandémie, les études en ligne, ce n'est pas toujours favorable à l'apprentissage. Oui, c'est une autre façon, mais ça peut devenir très stressant devant l'écran tout le temps. Moi-même, j'ai vécu à Saskatoon, on avait des fois des études dans d'autres écoles par vidéoconférence. C'était une façon d'au moins avoir comme la main-d'œuvre pour les profs ou les enseignants en français. Puis pour moi, c'était correct, mais ce n'est pas tout le monde qui peut apprendre de cette façon-là. Mais ça serait peut-être une option, tant qu'à faire, on a la technologie, d'offrir la possibilité de faire des cours à partir de votre province. Puis ça aiderait le fait que si on n'a pas les sous pour aller déménager dans une autre province pour suivre des cours, je sais qu'en Saskatchewan, on est très limité dans les programmes en français à l'université. Puis je pense que ça serait comme une étape de plus, un pas en avant, tant qu'à rien à voir. Non, c'est vrai. Je crois, Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, puis au risque de sonner trop radical, moi, je ne ferais pas un programme entièrement virtuel. There's no way. Comme, s'il y a bien une chose que la dernière année m'a fait vivre, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui, mais des Zooms, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et donc, puis je pense qu'un élément des plus importants des études, c'est le social. C'est pas juste la salle de classe, mais c'est les travaux de groupe, c'est les sorties, c'est les fêtes. Donc, en tout cas, pour moi, si c'était que de rester dans une petite communauté et de me joindre dans les cours en ligne, ça serait non, catégoriquement, parce que voilà, ça serait juste l'aspect pédagogique amoindri, à mon sens, sans tout l'aspect vraiment de se découvrir comme personne en rencontrant des gens. Donc, peut-être à la limite des programmes qui sont virtuels dans la mesure où, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser, qui est à Burnaby, dans la région de Vancouver, offre un cours qui est diffusé de Vancouver, puis il y a des gens qui se rassemblent ailleurs en Colombie-Britannique, à Kelowna. Disons qu'ils se louent une salle, puis il y a une poignée d'élèves de Kelowna. Ça pourrait être un modèle que moi, je pourrais embarquer dedans, mais cet aspect social. En tout cas, ça, c'est moi. Je ne suivrai absolument pas un programme entièrement en ligne. Puis je pense que beaucoup de jeunes attendent cette expérience-là pour tout ce qui est de rencontres. Puis c'est comme ça qu'on se développe comme adulte, j'ai l'impression. Je crois que c'est pas mal le même courant un peu partout. Là, donc, pour conserver certains éléments du COVID, mais à nuancer. Donc, Mélodie, tu voulais acheter quelque chose, je te laisse la parole. Oui, c'est ça. J'allais juste renforcer le côté comme hybride. Je pense que ça pourrait être une solution pour justement le fait que c'est pas toujours accessible à tout le monde de se déplacer. Mais personnellement, j'ai pris des cours asynchrones parce que je travaillais en même temps de faire des études cette année. Puis j'ai appris. Je dirais pas que j'ai pas appris, mais c'est quand même seul, puis tu apprends moins, veux pas. Tu apprends la leçon qui est là, tu vas pas pouvoir poser une question que tu te dis « Ah, j'aimerais savoir plus dessus, quelque chose qui a été mentionné. » Donc, il y a aussi ces moments de développement en plus qui vont pas exister, ce qui est des fois des moments qui sont dommages à pas avoir. Mais je pense que ça pourrait être une solution pour certaines personnes, puis pourquoi pas l'explorer. Je suis d'accord. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Yacine, puisqu'il vient de terminer ses études secondaires. Donc, il a peut-être vécu une autre réalité différente. Donc, je te laisse la parole sur celle-là. Bon, merci d'avoir souligné ce point-ci. Effectivement, je pense personnellement que si jamais j'arrivais à savoir qu'un tel programme existait, ça me faciliterait bien la vie. Alors, je suis d'accord pour dire que les études en ligne sont un calvaire, pour être honnête. Je préfère de loin les études en présentiel. Ce n'est pas aussi pratique. C'est comment dire, avec un peu de malchance, on peut tomber sur une classe chaotique. Mais bon, j'espère qu'on ne va pas tomber sur ce cas de figure si jamais un tel programme existait. Mais personnellement, si ça existait, j'y irais pour sûr. Déjà, ça va faciliter des problèmes de déménagement. J'ai vaguement évoqué le point tout à l'heure. Je ne vais plus trop me déranger pour savoir est-ce que je continue mes études ici en anglais alors que principalement, je veux terminer en français, ou bien est-ce que je veux partir déménager jusqu'au Québec et essayer de faire l'équivalence de mes crédits ici, passer 2 autres années au cégep, ça allait vraiment être catastrophique. Alors, si pour moi, on me donne la possibilité de faire ces cours en ligne, déjà, ça veut se traduire en 2 choses. Je vais gagner 2 ans, je ne vais pas les perdre, par exemple, au Québec, et j'aurai la possibilité de continuer d'évoluer dans le milieu où
où je grandis, où je suis arrivé, où je me suis habitué. Et franchement, bien que les études en ligne, ils ont plein d'aspects négatifs, dans mon cas précis, ce sera une bénédiction. Je, Vraiment, ça va me faciliter la vie. Merci pour toutes vos interventions, c'était super pertinent. La prochaine question, il y a certaines personnes qui ont peut-être effleuré un petit peu la réponse, mais je vais quand même la poser de façon générale. Donc, est-ce que le fait de pouvoir parler en français t'a réellement aidé à trouver un emploi? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut lancer la parole. Je sais que Mélodie, tu as un petit peu effleuré le fait que tu travailles en français, donc je peux peut-être te laisser la parole pour peut-être compléter ta réponse de tout à l'heure. Je pense que comme dans tous mes emplois, ça a été au moins un atout. Genre autant dans des jobs, disons que je ne reprendrais pas à part si j'ai vraiment pas le choix comme des call centers, mais tu sais, quand on dit tu gagnes 2 pièces de plus puis tu n'as pas d'argent dans ton compte, c'est énorme. Là. Donc, oui, parler français a comme été un atout dès le début. Mais ensuite, comme en art, j'aurais pu seulement le faire en anglais, mais ça m'a amené beaucoup d'autres clients, par exemple, que j'aurais jamais eu ou que j'aurais moins facilement eu si j'aurais pas parlé français. Puis c'est sûr que depuis mon retour en Nouvelle-Écosse, je suis dedans on va dire les créneaux, le créneau communautaire. Donc, je travaille avec le conseil jeunesse provinciale où on a fait des choses super cool. Puis évidemment, j'aurais jamais eu cette job si je parlais pas français parce que c'est en français. Puis là, je fais de la programmation jeunesse puis grand public à Halifax. Donc, ça me fait découvrir la culture, ça me fait la présenter, etc. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est au centre de ma vie professionnelle. À voir qu'est-ce que ça donne plus tard en travail, plus en écologie, c'est quelque chose qui n'existe pas en français en Nouvelle-Écosse. Donc là, c'est dans mes prochains projets personnels d'essayer de développer ça, mais c'est toute la question de si on veut avancer plus loin, est-ce qu'il faut qu'on le crée nous-mêmes ou non? Mais personnellement, oui, ça a été très, très utile. Et pour les autres participants, est-ce que le français, ça vous a été utile? Pour moi, oui. Je travaille au Parlement, donc c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Mais c'était la première fois et j'ai dû déménager dans une autre province. Je faisais mes études en même temps, donc j'ai trouvé un emploi facilement à cause de mon français. Cependant, je trouve que comme c'est pas la réalité partout, il faut en chercher, mais ce qui aide, c'est juste le réseau de la francophonie canadienne en général. Tout le monde connaît tout le monde pratiquement. Là. On rencontre du nouveau monde à chaque fois, mais il y a quand même des liens entre nous. Et c'est une façon de trouver d'autres emplois dans d'autres provinces et d'apprendre à connaître les différentes régions. Donc, je trouve que c'est comme vraiment super. Je ne sais pas si il y a d'autres communautés qui ont cette expérience-là nécessairement, mais la francophonie canadienne est chanceuse de pouvoir se déplacer un peu partout pour des opportunités d'emploi. Totalement d'accord. Je ne sais pas, est-ce que Benjamin, tu avais quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Je suis d'accord avec Jacqueline. Puis comme Jacqueline, en fait, j'ai aussi travaillé au Parlement, le programme de page. Moi, c'était la Chambre des communes, ce qui, à mon sens, est bien mieux que le programme de page du Sénat de Jacqueline. Petit à côté. Mais donc, ça a été une porte d'entrée vraiment phénoménale pour entrer dans le monde du Parlement, le bilinguisme officiel. J'ai travaillé ensuite au Hansard pour la Chambre des communes, donc une publication de la Chambre des communes. Et puis ensuite dans le réseau communautaire, donc forcément en français avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'ACFO d'Ottawa. Quand je suis arrivé en Colombie-Britannique, c'était pour le Conseil jeunesse francophone de l'ACB. Puis me voilà au CSF, donc le Conseil scolaire francophone de l'ACB, où je suis maintenant conseiller aux affaires publiques. Donc, de fil en aiguille, c'est ça. Comme Jacqueline disait, c'est un réseau qui se développe. Ce sont vraiment des checkmarks qu'on va ajouter sur le CV, puis que les employeurs sont, en tout cas dans les milieux communautaires, les milieux francophones, sont vraiment intéressés de voir. Donc, oui, à 100%, ça m'a aidé, c'est garanti. Et Yacine, pour ta part? Si c'est pour la question de l'emploi, je ne pense pas que je peux m'exprimer sur la question en pleine connaissance de cause. Donc, étant donné que je n'ai pas encore pu expérimenter la chose, j'ai simplement observé. Ce que j'ai pu observer, c'est que, comme je l'ai vaguement dit tout à l'heure et je sais que vous l'avez mentionné, c'est que comment dire, les employeurs ne sont pas vraiment à fond, pour ma part, ils ne sont pas vraiment à fond sur l'idée qu'on sache parler français ou non. Je peux par exemple décrire mon vécu quotidien. Lorsque je pars
par exemple, visiter un magasin pour... Tiens, l'autre jour, j'allais justement dans un magasin de musique, j'ai essayé à parler en français. Eh bien, personne ne savait parler français. Bon, ce n'est pas grave. C'est simplement le fait que les employeurs ne vont pas vraiment avoir ce souci en tête. Euh, ou bien, un cas encore plus grave, lorsque je venais de l'aéroport, lors des douanes, bon, je ne savais pas parler anglais, donc, et la douanière ne savait pas parler français. Je pense que, voilà, comme douanier, je pense que ça devrait être assez important qu'on sache être bilingue. Je ne rejette la faute, bien sûr, sur personne, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est simplement en quelque part, c'est simplement de mettre l'accent sur, les employeurs peuvent faire promouvoir un petit peu plus le bilinguisme en poussant les mérites du fait d'être bilingue et du statut d'être bilingue dans certains postes bien spécifiques, mais aussi en général dans la vie typique de tous les jours, comme par exemple chez un boulanger, chez un garagiste. C'est toujours bien d'avoir au moins une personne qui sache se débrouiller, simplement comprendre le français. Bon, bien sûr, j'imagine que c'est le minimum. Euh, c'est ce que j'aimerais voir. Bien sûr, je sais que la plupart des gens ici grandissent en anglais. Ils n'ont pas vraiment ce souci de français. Mais simplement, ce serait bien de garder quelque part dans le poste une personne qui sache être bilingue. Et ça va être un vrai atout pour une personne qui va parler français. Ça va même inciter les gens à apprendre la langue. Simplement à faire quelques cours très basiques pour qu'on sache se débrouiller avec des francophones. Et je pense que ça va être un point positif de tous les côtés, à la fois de l'employeur et à la fois du client. C'est ce que je pense. Super intéressant, ton commentaire est super pertinent aussi pour tes observations, même si tu n'as pas été sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je peux peut-être passer à la prochaine question. Je vois le temps qui avance. Donc, dans quelle mesure le reprenariat et l'entrepreneuriat peuvent-ils participer à la vitalité des communautés francophones canadiennes? Donc, je peux peut-être céder la parole à Jacqueline. Je ne sais pas si tu avais quelque chose pour partir le bal. J'ai pas énormément parce que je suis pas entrepreneuse, puis les entreprises francophones en Saskatchewan sont très peu. Cependant, je vois une croissance d'entreprises, même si comme le but, c'est pas de desservir seulement des francophones. Ils incluent, par exemple, il y a comme une compagnie qui vend des t-shirts, puis des sweatshirts, puis tout, puis ils incluent en français comme certains mots, puis c'est comme ça encourage les francophones d'aller acheter ou même les anglophones d'apprendre ça veut dire quoi ce mot-là sur le T-shirt. Donc, c'est juste un exemple de d'autres entreprises qui incluent le français de plus en plus dans leur modèle d'affaires. Cependant, comme je pense, il doit y avoir une façon, surtout dans les communautés qui ont une moins grande population de francophones, d'inciter les gens à s'afficher parce que des fois, on ne sait pas où le service en français peut se retrouver. Donc, l'Association Jeunesse française, quelques années passées, était dans le centre-ville de Saskatoon pour cogner sur différentes portes de restaurants pour voir qui offre le service en français, puis ils ont donné un collant pour afficher sur la fenêtre. Donc, ça serait comme des modèles de même, mais il faut le faire partout. Puis des fois, il faut aussi le mettre à jour parce que à mesure que les employés partent, peut-être ils vont à quelque part d'autre. Donc, il faudrait un système plus efficace, peut-être en ligne, de pouvoir enregistrer des entreprises qui peuvent offrir ces services-là. Super, donc je vois que Benjamin, tu avais l'air d'accord. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ah ben, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Jacqueline. Puis il y a un programme similaire qui existe en Ontario à l'initiative de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je pense que c'est Hi, bonjour, non, Hi, bonjour, c'est les Québécois. Welcome, bonjour, ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, il allait aussi encourager les membres à faire le tour des commerces puis à identifier les commerces pas forcément appartenus par des francophones, mais où on peut se faire servir en français. Mais comme dit Jacqueline, la problématique, c'est qu'avec le turnover, avec le roulement, ben, ça finit par changer. Donc, ça devient beaucoup de gestion, puis en tout cas, il n'y a pas vraiment de solution facile à ça, mais par rapport à la question sur l'entrepreneuriat, je dirais que c'est une bonne question parce que je pense que d'encourager, de donner les moyens à la relève aux jeunes d'entreprendre et de commencer leur entreprise, ça revient avec les premières questions qu'on a abordées par rapport à
rester dans sa communauté par rapport à l'exode. Et puis, si c'est quelqu'un qui se dit, par exemple, moi, si je veux travailler en français, ben, il faut que je déménage du nord de l'Ontario vers l'est, mais que si on lui donne les moyens de commencer son entreprise chez elle, à Hearst ou peu importe, à Timmins, ailleurs, ben, de se développer les outils, de développer les compétences, ben, ça va peut-être créer un mouvement d'entrepreneuriat qui serait intéressant non seulement pour cette personne-là, mais pour le reste de sa communauté aussi. Puis ça me fait penser, je voyais juste hier sur le compte Instagram de ONFR, qui est un média francophone en Ontario, au Canada français. Il partageait le profil d'une jeune entrepreneuse de Hearst, justement, qui a commencé une entreprise d'été par le biais d'un programme du gouvernement de l'Ontario pour les entreprises d'été chez les 15 à 29 ans, je pense. Puis c'est ça, je regardais son profil tout à l'heure pour m'inspirer, puis je voyais comme, c'est une entreprise de tourisme dans sa région, puis c'est exactement le genre de choses que peut-être si elle a une expérience positive, ça va en inspirer d'autres. C'est vraiment quelque chose qui peut donner un élan à des communautés qui, d'autre part, voient un exode massif vers Sudbury, vers le sud, vers l'est. Donc, c'est ce genre d'initiative-là. Il y a aussi le programme, je vais faire une petite plug là, parce que, comme on me le mentionnait d'entrée de jeu, je suis le trésorier de la FJCF, puis on a lancé il n'y a pas très longtemps le programme Dépasse-toi. Donc, c'est un programme qui permet aux jeunes d'aller chercher un financement pour développer des compétences professionnelles dans leur milieu. Par exemple, moi, je suis en communication, puis en fait, j'ai appliqué au programme puis par rapport à développer mes compétences en montage vidéo, par exemple. Donc, c'est vraiment de donner des aptitudes, donner des outils aux jeunes pour aller se développer, puis les encourager finalement à rester dans leur communauté, à s'épanouir dans leur communauté. Donc, c'est toutes sortes d'initiatives qu'il faut continuer de partager, qu'il faut continuer d'encourager. Donc, c'est vraiment important que les jeunes appliquent pour que le gouvernement qui finance ces initiatives-là se dise « OK, ça vaut la peine, mais ça a un impact. Les indicateurs de rendement sont positifs. » Donc, ouais, message passé, allez passer le mot sur Dépasse-toi, puis ce genre d'initiative-là. D'après moi, c'est très positif pour le développement de nos communautés. Totalement d'accord. Et je crois que ça revient aussi avec un commentaire dans le clavardage que ça prend plus de formation en entrepreneuriat. Donc, je pense que ça rejoint ton commentaire. Je vois que Samira a la main levée, donc je vais te laisser la parole. Oui, je trouve vos remarques vraiment pertinentes sur l'entrepreneuriat, mais du coup, j'aimerais aussi savoir quels sont vos avis sur le reprenariat, c'est-à-dire de reprendre une activité qui existe déjà, donc qui a été établie par un francophone pour pérenniser du coup la langue. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, c'est plus comme trouver l'entreprise qui est un francophone, mais je pense même si ça ne le serait pas, je pense que le reprenariat a une structure qui pourrait être vraiment intéressante pour justement potentiellement combler la peur, peut-être du lancer dans l'entreprise, de faire les tests, parce que cette personne aura déjà fait les tests dans la communauté, voir ce qui fonctionne. Toi, avec peut-être un œil plus frais, tu vas peut-être voir les choses qui manquent, mais tu as vraiment un genre de mentorat, de training potentiel qui vient avec ça, vu qu'il y a déjà quelqu'un qui est dedans. Donc, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Si c'est une entreprise anglophone, c'est là où tu peux peut-être justement amener le côté francophone ou bilingue à la business. Puis je pense que potentiellement ça pourrait avoir un gros impact sur l'exode. T'es allé aux études, puis quand tu reviens, il y a des opportunités de non seulement se lancer dans quelque chose, mais pas nécessairement se lancer dans le vide en se disant je suis dans une petite ville au milieu de nulle part, est-ce que je veux vraiment me mettre en dette potentiellement, tu sais, puis peut-être ça va fonctionner, peut-être pas. J'ai vu des choses à Ottawa, mais je suis revenue au milieu de nulle part en Nouvelle-Écosse, il n'y aura peut-être pas la même demande pour des choses. Donc, je pense que ça peut combler justement ce milieu où je pense que en tant que jeune entrepreneur, tu as peut-être envie de te lancer, mais tu ne sais pas. Ben, le côté je ne sais pas est peut-être déjà rempli. Non, c'est totalement vrai. Et je peux peut-être me virer vers Yacine pour peut-être répondre un petit peu plus au côté reprenariat, vu qu'on a beaucoup touché l'entrepreneuriat. Donc, je peux peut-être... T'as-tu besoin que je repose la question ou tu es correct? Non, c'est bon, c'est correct. Alors, je sais que je vais rapidement revenir sur un point. Bon, je sais que ça va rester dans le même cadre, mais je pense qu'à la fois entrepreneuriat et reprenariat, c'est un outil de pouvoir qui va permettre de valoriser la communauté. Alors, pour reprendre une partie de ce que Samira elle a dit,
imaginons que un francophone va permettre à un autre membre de la communauté de reprendre son entreprise. J'imagine que cette manœuvre ici va renforcer les liens entre la communauté, ce qui est un excellent signe. Alors, au-delà de ce point, je pense que l'idée de reprenariat, tant que sa structure et et son concept est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne vais pas revenir sur ce que Mélodie a parfaitement bien dit. C'est beaucoup plus simple. On a plus cette peur de se lancer un peu, de se jeter un petit peu au milieu de nulle part, surtout si on n'a pas vraiment d'expérience. Même avec une formation, rien ne va être égal à une bonne expérience de la chose. Le reprenariat va contrecarrer tous ces points-là et forcément, ça va inciter plusieurs personnes à le faire. Et étant donné que c'est un outil qui va permettre de valoriser la langue au sein de la communauté, forcément, je pense qu'il n'y aura qu'un impact positif. Euh, J'imagine très bien qu'un reprenariat aura beaucoup plus de chances d'aboutir parce qu'il a déjà des fondements, il a déjà des bases et il est probablement déjà soutenu par la communauté que de commencer son entreprise tout seul. Personnellement, je me répète un petit peu sur ce point, je pense que le reprenariat ne peut être qu'amélioratif sur tous les points. Totalement d'accord avec tes propos. On peut peut-être passer à la dernière question ce soir. Donc, je pense que c'est une question qui va bien venir boucler la boucle, comme on dit. Donc, comment la présence francophone au Canada peut-elle participer à la relance économique canadienne? Donc, une assez grosse question, mais qui peut bien clore tout ce qui a été dit ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partir le bal. Sinon, Mélodie a de l'air à vouloir y aller, donc je vais la remettre. Sure. Je peux me lancer. Il y a plein de côtés où on pourrait se lancer, mais je pense qu'il y a plusieurs bords. Donc, premièrement, une chose que je remarque beaucoup, c'est l'immigration francophone est une grosse chose. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est de statistique, mais la statistique de francophones comparé à d'autres langues, donc c'est plutôt l'anglais, là, qui arrive à Halifax, par exemple, est quand même pas mal haut. Donc, je rencontre tout le temps des nouveaux francophones qui viennent de différents pays et bien sûr aussi à l'intérieur du pays. Donc, ce côté-là, c'est sûr qu'il y a une grosse main-d'œuvre qui arrive, donc aussi une clientèle potentielle parce que tu es francophone, ben, tu peux travailler en français, mais tu aimerais aussi du service en français. Puis, ça donne aussi du tourisme, tout le monde vient se visiter, etc. Ça fait un peu effet boule de neige. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, tourisme, main-d'œuvre, c'est une grosse relance. Ensuite, il y a côté culture, donc c'est les arts et tout ça. Je vous le, je vous le confie, la pandémie a vraiment pas été le fun. À ce niveau-là, ça a été un peu mort. Mais la relance du côté de la musique et tout, je vois dans beaucoup de différents coins où on parle de culture de différentes sortes ou de différents formats, je devrais dire, il y a un intérêt pour la francophonie et il y a moins de peur de faire la promotion de la francophonie parce que même si tu ne comprends pas nécessairement ce qui est dit, c'est intéressant. Même chose que si j'écoute la musique en Mi'kmaq, je ne parle pas Mi'kmaq, mais je trouve ça intéressant, je trouve que c'est cool, puis je vais l'écouter. Donc, l'échange de culture est beaucoup plus ouvert. Donc, récemment, il y a Exclaim qui est un magazine de musique complètement anglophone, mais ils ont fait un gros article, je pense, de 3 pages sur la musique acadienne. Cool! Puis ça montrait toutes les affaires weird qui s'y passent. Donc, je pense que c'est culture et tourisme, immigration qui va être 2 grosses parties de la partie francophone qui va appuyer la relance économique. Totalement d'accord. Ça va faire du bien de pouvoir aller voir des spectacles et des choses culturelles. Je peux peut-être me tourner vers Jacqueline, si tu avais quelque chose à ajouter à ça. Honnêtement, Mélodie a fait le tour de la question, je pense, avec les 3 points que j'avais. Tu as bien expliqué comment le français peut devenir quelque chose de bien dans la relance économique après la pandémie. Ben, je peux peut-être me tourner vers Benjamin ou Yacine s'ils ont quelque chose à ajouter. Oui, j'ai un point évoqué et je pense qu'il a été dit dans l'introduction sans forcément être en raccord avec la question aussi, c'est que faire intervenir la francophonie, peut-être ça permettrait de faire intervenir des sociétés, des entreprises qui ne sont pas forcément canadiennes, peut-être de partout autour du monde et ça leur donnerait peut-être envie de venir s'investir ici au Canada.
faire intervenir la francophonie, déjà, ça va donner un plus grand éventail à ce genre d'action. Et ça va inciter des entreprises partout, vraiment partout dans le monde. Il faut savoir qu'il y a plein de pays qui ont comme langue officielle le français, de venir, de s'installer, de prospérer, d'aider les communautés. Voilà, je pense que au-delà des points que Mélodie a dit, et je pense que ça va être les axes principaux, il y a aussi le point des entreprises qui est intéressant et je pense qu'on doit faire attention à cet univers ici, les entreprises qui peuvent venir s'intéresser ici au Canada. Totalement d'accord. Et je peux peut-être laisser la dernière réponse à Benjamin, si qui veut ajouter quelque chose à toutes ces bonnes réponses. Oui, c'est tout un honneur, mais je n'ai pas nécessairement grand-chose de très conclusif, mais je dirais peut-être que je pense que ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est parce qu'on met beaucoup d'attention dans le discours sur la reprise, sur consommer local. En fait, depuis le début de la pandémie, puis même avant de consommer local, d'encourager le local. Puis il y a peut-être moyen d'aller plus loin, puis de dire, dans notre cas, encourager francophone, au lieu d'aller chercher là où ça s'y prête, évidemment, mais au lieu d'aller chercher votre café chez Tim's ou chez McDo, ben, allez le chercher au petit café du coin qui est tenu par un francophone. Acheter vos vêtements par des fournisseurs francophones. Puis si c'est avec du coton bio et de la main-d'œuvre canadienne, encore mieux. Ou bien acheter vos chandelles. Il y a énormément de petites entreprises. Ce serait peut-être pratique de savoir où les trouver, puis de créer je sais pas, un registre, un répertoire, quelque chose comme ça. Mais d'acheter local, c'est bien. D'acheter francophone, ça serait probablement encore mieux. Donc, un petit réflexe, un réflexe en plus à prendre. Super, ben ça vient bien clore la question. Merci beaucoup. Donc, je peux peut-être repasser la parole à Samira pour le mot de la fin. Et personnellement, merci aux panélistes de ce soir. C'était super intéressant de parler avec des jeunes de la francophonie canadienne qui sont un petit peu partout présentement au Canada aussi, donc c'est super le fun. Donc, Samira, je te passe la parole. C'est la parole à Samira pour le mot de la fin. Et personnellement, merci aux panélistes de ce soir. C'était super intéressant de parler avec des jeunes de la francophonie canadienne. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un doute. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup aux panélistes. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment super. Et on va peut-être passer aux questions pour voir si... hop. Alors, nous avons plus des remarques que des questions, mais j'en ai une là de Maxime. Doit-on favoriser ou encourager l'utilisation des réseaux sociaux en français? Je pense bien que oui. Benjamin, tu l'as bien évoqué, hein, qu'il faut pas des petites actions, que ce soit en vrai ou même sur les réseaux, je pense. Je pense à ce que tu as voulu exprimer tout à l'heure. Par des petites actions, on peut toujours maintenir la langue. Majda qui vous encourage à vous lancer en entrepreneuriat. J'espère que... Alors, ça... Du coup, on a une question de Stéphane Blanchard. Si vous avez les cordons de la bourse et que vous pouviez créer un programme afin de contrer l'exode des jeunes après les études, que feriez-vous pour favoriser un retour vers le bercail des francophones? Je peux me lancer, là. Donc, c'est sûr que de mon côté, c'est beaucoup dans les arts. J'ai juste toujours travaillé là-dedans, c'est ce que j'aime. Donc, ce serait probablement des formations à ce niveau-là, mais aussi au niveau de voir plus loin, donc pas seulement la création, parce que la création, c'est une chose, mais le côté business où tu as besoin d'apprendre à écrire un contrat, tu as besoin d'apprendre à faire un communiqué de presse, tu as besoin d'apprendre à faire du managing des réseaux sociaux, des choses de même. Donc, ce serait peut-être des genres de training d'une façon ou d'une autre, formelle ou non, sur le marketing de ce côté-là. Où on peut apprendre après ça plus se lancer en entreprise soi-même, soit complètement ou au moins en tant qu'agent semi-indépendant pour que ça crée des presque entrepreneurs. Ensuite, c'est aux autres de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Excellent. Il y a Adèle qui propose donc une formation en entrepreneuriat dès la primaire. Ça, c'est un très bon point, je pense.
Est-ce que vous partagez cet avis? Excellent. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions venant de Facebook? Il faut une certaine, aussi Adèle propose qu'il faut une certaine représentativité de la jeunesse francophone dans les sphères décisionnelles et des gouvernements fédéraux et provinciaux. Je pense que Benjamin, tu peux valider cette... Oui, tout à fait. La FJCF fait un travail déjà assez phénoménal pour rencontrer des politiciens. Nous, c'est au niveau fédéral, donc nos organismes membres rencontrent leurs propres au niveau territorial et provincial, mais on s'assure quand même qu'à toutes les tables de discussion où c'est possible de participer avec des ministres ou même au niveau de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, que les jeunes aient leur voix à la table. Donc, ça demeure tout à fait une priorité, absolument. Excellent. Je pense que c'est vraiment important de souligner les efforts des organismes jeunesse. Comme c'est à travers les organismes jeunesse que j'ai compris comment fonctionnait le gouvernement, puis des choses de même. Ensuite, c'est que ces personnes-là prennent ce que les jeunes disent au sérieux. C'est une autre étape, parce qu'on a je pense qu'on a tous vécu des moments de table de consultation, n'importe où tu dis « Ah, cute, regarde ce que le jeune dit », puis on continue les autres affaires, mais les organismes jeunesse font tellement un beau travail, donc je pense que je veux juste le souligner, là, comme ils le font tous, c'est super important. Excellent. Puis moi aussi, pour ajouter un peu ce que Mélodie dit, il ne faut pas avoir le jeune à la table juste pour être présent puis dire que nos idées sont progressives, mais il faut vraiment les écouter. Puis parfois aussi de donner la place aux jeunes dans les positions de leadership des organismes adultes, je veux dire. Mais c'est ça, parce que des fois, on n'a pas l'opportunité. C'est pas jusqu'à temps que les gens qui sont là depuis 10, 20 ans qui quittent la place pour pouvoir qu'un jeune prenne la place. Puis à ce temps-là, il n'y a pas comme une bonne transition entre le leadership de l'un ou l'autre. Il faut vraiment prendre les jeunes puis faire du mentorat, assurer qu'eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire une fois dans ces positions-là. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je regarde, je pense que nous n'avons plus de questions et notre activité touche à sa fin. En tout cas, nous avons vraiment été heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui, de vous avoir compté parmi nous en tout cas. Cette conversation était intéressante car vos réponses ont mis en lumière les activités qu'on va mettre en place cet été. Par exemple, en lien avec l'employabilité, vous avez bien parlé de création d'opportunités dans la région pour tous. Donc, le 21 juillet, on va proposer donc un atelier avec le Carrefour Jeunesse de l'Outaouais, de l'emploi pour l'Outaouais sur les métiers du futur. Donc, comme profiter de cette pandémie, d'une relance économique pour, entre guillemets, façonner les métiers dans vos communautés. Pour l'entrepreneuriat, par exemple, Mélodie, Yacine, ils ont bien parlé des risques de se lancer, tout ça. Donc, et puis Benjamin qui évoque aussi l'absence de la langue dans certaines affaires, certaines entreprises locales. Par exemple, le 7 juillet, on a un atelier avec le chantier de l'économie sociale pour parler de comment est-ce qu'on peut faire affaire en collectif. Le 18 août, nous allons faire un atelier sur le reprenariat, mais au féminin, avec notre membre au Nouveau-Brunswick. Donc ça, je pense que ça peut vous intéresser. Définitivement, on va parler de l'éducation avec le réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada pour donc sur le futur des programmes en français et donc comment donc mettre en place donc des programmes adaptés, puis quels sont vraiment les programmes adaptés dépendamment de vos compétences, de vos profils, tout ça. Donc nos activités, comme vous l'avez compris, seront co-animées par vous, nos ambassadeurs, mais aussi par donc appuyés par l'expertise de nos partenaires et de nos membres, car ils proposent des outils pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dans les différentes provinces et territoires du Canada. Nous espérons que vous avez passé en tout cas un agréable moment avec nous et nous vous remercions d'avoir répondu présent. Merci à Pascal et ainsi que nos ambassadeurs pour leur intervention et leur engagement. C'était vraiment passionné puis animé, c'était intéressant. Nous avons hâte de vous voir tout le long de nos activités cet été, donc jusqu'à la cérémonie de clôture le 17 septembre. Vous trouverez donc le formulaire d'inscription
de nos activités donc, sur notre site auchalet.ca, donc au-chalet.ca. Et n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email auchalet@rede.ca. Et au nom du Rede Canada et toute l'équipe du projet, nous vous souhaitons une excellente soirée. À bientôt. Merci. Merci Mélodie, à bientôt. On est plus sur Facebook, là, donc ça va. Ça y est? Je pense que oui, ça dit plus le petit live, là, donc... Parce que je n'ai pas osé ouvrir Facebook. La dernière fois qu'on a fait ça, on a été embrouillés. Il y avait 2 sons en même temps. Oh, Samira, j'ai fait la même chose avec toi. C'est pour ça qu'on était en écho pour 5 secondes. Excuse. On apprend. C'est de la faute à Yvan. C'était super. Oh là là. Correct. C'était génial. Oh, wow. Ouais, ben, pour vrai, bravo. Vous êtes bons. Vous avez tout été bons et intéressants. Merci beaucoup. Vraiment, là. Franchement, à tous, honnêtement, Wow. Mais on n'a pas senti le temps passer. Mais c'était vraiment très, très, très bien. Ouais. Non. J'ai vraiment apprécié. Non, mais Pascal, tu lisais dans mes pensées. C'était incroyable. Bon, bravo tout le monde, bravo l'équipe, bravo les ambassadeurs, bravo Pascal, merci les coms là. Je me suis déconnecté, je pensais qu'il fallait se déconnecter pour terminer l'enregistrement, mais on a été parfait. Tout le monde a bien respecté le timing, les questions, la dynamique. Là, je pense qu'on peut être tous fiers de ce qu'on a fait là ce soir. Là. Ouais, on vous a pas retenu. On vous a pas retenu 2 heures, 30 minutes de plus que la deuxième activité, donc c'est déjà ça. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. On se recroise bientôt sur Au Chalet. Salut. Yes. Bye tout le monde. Bye. Merci beaucoup.